Il est presque 8h30. Bretagne 5, l'invité du 7-9. Et l'invité du 7-9 est avec nous en ce lundi matin en direct dans les studios de la matinale. Je l'en remercie, Antonin Dacos, qui est porte-parole chez les jeunes Génération S et également soutien d'Éric Piolle à la primaire des écologistes. Merci d'être venu alors j'allais presque dire de Paris avec une petite étape rennaise et jusqu'au studio de Bretagne 5. Bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Alors, Antonin Dacos, vous étiez à la fête de l'humanité hier. Il y avait un stand commun, m'avez-vous dit, Génération S et les Verts. Est-ce qu'il y a un rapprochement ? Complètement. Notre constat, c'est qu'on est en train de construire un pôle écologiste avec Génération, ELV et plusieurs autres partis comme Cap21 par exemple, dont le but est de rassembler toute la famille écologiste. Et c'est pour ça qu'on est en train d'organiser des primaires en vue de la présidentielle. Les inscriptions se sont finies hier et c'est un grand succès puisqu'on attend les chiffres. On a au moins 100 000 personnes qui ont participé. C'est plus de 3 fois plus que les dernières en 2012 où il y avait Eva Joly. Et donc on attend de voir comment ce pôle écologiste... On attend de voir qui va sortir vainqueur, mais en tout cas, moi, je suis là pour proposer de voter pour Éric Piolle, qui nous propose une certaine idée de demain. Alors, Éric Piolle, face aux autres prétendants, on ne le donne pas, j'allais dire, favori. Est-ce que vous pensez quand même qu'il a sa chance ? Écoutez, il est maire de Grenoble et la première fois quand il a été élu en 2014, les sondages le plaçaient à plus de 10 points derrière, donc il était déjà pas favori et pourtant il a gagné largement. Et j'ai même envie de vous dire, à Grenoble, il a été réélu avec plus de voix qu'à son élection précédente. C'est le seul maire d'une ville de plus de 100 000 habitants à qui c'est arrivé dans toute la France pour cette élection. Il est compétent, il a l'expérience du pouvoir, ça a été le premier maire écologiste d'une ville de plus de 100 000 habitants, il a un programme sérieux. Par exemple, on propose un plan qui fera 1,5 million d'emplois pour la transition écologique et sociale, ce qui fait qu'aujourd'hui, une personne sur deux qui est au chômage aurait un emploi si Éric Piolle devenait président de la République. Donc je pense qu'il a ses chances et en tout cas, c'est d'abord le projet qui passe avant les sondages. Alors, on a aujourd'hui une prise de conscience par rapport à l'écologie, par rapport à l'environnement. On parle du réchauffement climatique. Avant, c'était quelque chose d'un peu abstrait. Puis, on a vu ces événements climatiques qui ont touché de nombreux pays, dont la France d'ailleurs, ou nos voisins belges et allemands. J'ai posé plusieurs fois la question à divers invités ici au micro de la matinale. Est-ce qu'il y a véritablement urgence à aller très vite pour essayer au moins d'arrêter ou de ralentir ce changement climatique ? Vous parlez à quelqu'un qui est de la génération climat, c'est-à-dire quelqu'un, on l'a dit, la planète va être salopée et ton avenir, on n'aimerait pas le vivre. C'est ce que nous disent nos parents et nos grands-parents. Donc oui, clairement, on a un enjeu et pour moi, la primaire des écologistes, c'est la marche climat dans les urnes. Non seulement on peut, si on est très volontariste et si on élit un écologiste ou une écologiste en 2022, on peut peut-être essayer dans les 2%, les 2 degrés, pardon, mais même si on va plus loin que les 2 degrés, eh ben, il y aura des conséquences. Des conséquences qui vont être très importantes parce qu'on entre dans l'anthropocène. Anthropocène, c'est scène pour la Terre, anthropos pour l'homme. C'est l'ère où la main de l'homme, de l'humanité, va transformer notre environnement de façon très importante. Il y a des fourmis d'Argentine qui se retrouvent en France, des oiseaux qui migrent partout, énormément d'extinctions animales. On craint que 70% du règne animal ne disparaisse avant 2100. Donc, même si on va au-delà des degrés, il faudra des écologistes pour défendre nos biens communs et l'intérêt de notre pays. Et il y aura aussi des changements, on va dire, politiques, puisqu'il va falloir accueillir ceux que l'on nomme déjà en tout cas les réfugiés climatiques. Alors, il y a beaucoup de réfugiés aujourd'hui. On parle évidemment des guerres, on parle évidemment des dictatures dans certains pays. Ces réfugiés qui arrivent ici en France, en Europe, ça cristallise beaucoup, et on va y revenir tout à l'heure, ça cristallise beaucoup de colère parfois ou de rejet. Est-ce que ce sera l'enjeu de ce siècle, j'allais presque dire de cette fin de siècle ? L'enjeu, c'est un enjeu d'humanité. C'est en fait de dire qu'on est tous des êtres humains et le règlement climatique qui nous affecte tous. Donc on va avoir besoin de protéger nos biens communs collectivement, et ça va effectivement d'accueillir ceux qui n'ont plus de pays parce qu'il a sombré sous les eaux ou parce que les conditions de vie deviennent invivables à cause du dérèglement, mais ça va être aussi de protéger les nappes phréatiques, une gestion commune de l'eau, etc., de protéger nos forêts, nos sols, tout ce qui fait qu'on vit en commun et qu'on est des êtres humains. L'être humain, il est social. Donc, la réponse, elle sera politique, elle sera globale. Donc, bien sûr qu'il faut accueillir les réfugiés. C'est un petit nombre. La Syrie, vous avez dit, une peur globale. On avait l'impression qu'il y avait des hordes de personnes qui allaient faire l'issue
sur nous. Pour rappel, c'est 1 million les réfugiés syriens qui sont venus sur toute la période. L'Europe, c'est 545 millions de personnes. Je pense que sur un groupe de 545 personnes, on est capable de faire venir quelqu'un qui fuit son pays à cause d'une dictature. Donc oui. Et d'ailleurs, Éric Piolle s'est engagé à ce que la ville de Grenoble accueille les réfugiés afghans. Et s'il est élu président de la République, la France accueillera les réfugiés afghans. Alors justement, l'Afghanistan, ça nous éloigne un peu de la Bretagne, peut-être aussi de l'écologie, pas forcément finalement, mais les Afghans fuient un régime théocratique, on pourrait le dire comme ça, le régime des talibans. Est-ce que pour vous, c'est un recul de l'Occident, on l'a beaucoup dit, un recul de la démocratie, un recul des valeurs ? Ce qui est certain, c'est qu'on se trompe de combat quand on parle de terrorisme. Le terrorisme, c'est une méthode d'action. Le but, c'est de faire peur, c'est de faire de la terreur, c'est le nom. Et donc, il y a des terroristes de tous les camps. Et quand notre président Emmanuel Macron dit le combat contre le terrorisme n'est pas fini, c'est pas vrai. C'est le combat contre l'autoritarisme qui n'est pas fini. Et oui, j'ai peur parce que vous avez connu une période, vous êtes un peu plus âgé que moi, où la démocratie avait l'air triomphante, où partout les murs tombaient. Ma génération, elle a peur parce que non seulement il y a le climat, mais on voit le repli partout. On a vu Trump aux États-Unis, on voit la Chine avancer ses pions, et on voit effectivement des manifestations d'autoritarisme religieux qui nous menacent et contre lesquelles il va falloir se défendre. Et on ne le fera pas par le repli sur soi. Il faut prôner nos valeurs. Alors, Antonin Dacos, vous dites je suis plus jeune, oui, je le confirme. Justement, votre génération, on a l'impression aussi qu'elle n'est pas forcément désabusée, qu'elle prend les choses à cœur. Alors, aujourd'hui, on fait de la politique différemment, on s'engage plus dans votre génération, finalement, quel que soit le parti politique. Est-ce que ça aussi, c'est peut-être plutôt une bonne nouvelle, un bon signal ? Ah bah, quand on est le dos au mur, on se bat. Là, c'est clair. Et c'est la nuit qu'il faut croire en la lumière, comme disait Edmond Rostand. Et oui, bien sûr, on y va. Et je suis frappé de voir que même si la jeunesse vote peut-être pas autant, et pourtant elle a voté aux européennes pour les écolos, donc rien n'est impossible. Vous verrez, on mobilisera la jeunesse en 2022 pour voter pour les écologistes. Je pense on voit dans les associations, dans les syndicats, dans les pétitions en ligne, une jeunesse qui se mobilise, qui a envie de porter un nouveau modèle qui n'est pas celui d'Emmanuel Macron, qui n'est pas celui de l'extrême droite. Et moi, je pense qu'Éric Piolle et les écologistes, a fortiori, sont capables de faire une transition qui soit démocratique, juste, écolo et qui place la jeunesse au centre. Si vous me permettez un mot, on voit que sur les présidents Sarkozy, Hollande et Macron, le niveau de vie des jeunes, il a baissé, mais comme ça. Et sur les trois politiques. Parce que c'était des politiques libérales qui méprisent la jeunesse et qui la précarisent encore plus. C'est pour ça qu'un collectif d'interorganisation dont faisaient partie les jeunes générations, avait défendu l'ouverture du RSA pour les moins de 25 ans. Mais il faut aller plus loin, et c'est par exemple pour ça que Éric Piolle propose un revenu universel d'urgence. Alors le revenu universel, vous prononcez le mot, qui a été porté longtemps par Benoît Hamon. Benoît Hamon qui vient de quitter la vie politique, qui s'engage différemment dans une association en l'occurrence. Est-ce que c'est une déception pour vous ? Non. Non, parce qu'en fait, il y a la vie électorale et il y a la vie publique. Et on parlait de la montée des autoritarismes et de l'extrême droite aujourd'hui. Elle est montée d'abord dans ce qu'on appelle le champ culturel, le champ des ondes, c'est-à-dire ce qu'on est en train de faire en ce moment, avec d'Éric Zemmour qui propage leur haine malgré le fait d'être condamné par la justice. Et Benoît Hamon a fait le constat qu'il fallait reprendre une dimension intellectuelle, repenser le monde et retrouver le lien avec les ONG, les associations, les syndicats qui font au quotidien la vie, le lien social et qui défendent le bien commun. Et c'est pour ça qu'il s'est engagé dans une association, une ONG, pardon, qui défend les réfugiés, parce que c'est une cause qui nous tient à cœur, qui lui tient à cœur, et on pense que considérer tous les êtres humains comme des personnes ayant des droits, c'est un peu fondamental, et on sera prêt à mener ce combat-là dans le champ du mouvement social comme lui, ou dans le champ politique, comme les écologistes en 2022. Est-ce que justement, à propos de politique, le curseur bouge, on ne fait plus de la politique comme avant ? Je pense que la politique, aujourd'hui, elle est plus immédiate. Il n'y a pas ce cursus honorum, c'est-à-dire ce parcours obligatoire où on devait faire Sciences Po, l'ENA, être un vieux monsieur triste avec une cravate qui passe 40 ans pour avoir sa petite circonscription électorale. Ouais, la politique, elle est plus brutale, mais donc aussi plus vivante, plus nourrie de débats. Et ça, c'est positif et c'est ce qui, moi, me donne envie, en tout cas, de m'engager. Alors, vous parliez tout à l'heure, Antonin Dacos, de Éric Zemmour, qui est en embuscade. Finalement, on ne sait pas s'il va se présenter. C'est fort possible à la présidentielle. Est-ce que là, c'est quelque chose aussi qui vous
allez, j'allais dire qui vous fait peur, c'est peut-être pas le terme, mais en tout cas qui vous inquiète, qui aussi peut-être met en exergue le fait que, eh bien, il y a eu des échecs avant des autres politiques et qu'il y a une place à prendre. Éric Zemmour la prend. Éric Zemmour, c'est un aveu de faiblesse en fait, et celui d'une société qui est divisée, qui n'arrive plus à trouver un grand idéal émancipateur, hein, quelque chose qui nous unit, qui nous guide, qui nous soude, et par défaut, on va aller se replier entre gens qui ont des prénoms bien français. Je sais toujours pas ce que ça veut dire, hein. Il demandera aux Bretons s'ils ont des prénoms français ou pas, et donc il m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est renouer de l'idéal, du bien commun, et quand Éric Piolle propose un arc humaniste qui va de Mélenchon à Mathieu Orphelin, il propose ça, il propose de redessiner un univers des communs pour assurer un nouveau projet émancipateur. Voilà, on est sur des forces de gauche qui réfléchissent, alors qu'on voit quand même que la gauche traditionnelle, on pense au Parti Socialiste, depuis 2017, a quand même été un petit peu éparpillée, si vous me permettez le terme. Oui, et du coup, de nouvelles forces se lèvent pour compléter ce que le Parti Socialiste avait moins su prendre en compte. Par exemple, la force des écologistes. On parlait de cette primaire qui est un grand succès avec plus de 100 000 adhérents et surtout des débats qui sont très bien passés. On a montré qu'on était capable de se débattre sans se battre, ce qui avait été un peu la tare de la primaire de 2017. Et donc, on est en train de construire l'avenir et faites-le avec les écologistes, votez à la primaire et engagez-vous derrière la candidature qui aura été sélectionné par la primaire pour l'élection de 2022. Comment se fait-il d'ailleurs que les médias souvent disent oui, les écologistes, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, voilà, il y a du tirage. Comment vous voyez ça, vous qui êtes à l'intérieur? La réalité est tout à fait contraire. Il y a eu 3 débats. De toute façon, les Français ont pu voir, il y a eu 3 débats. Il y a eu sur France Inter, LCI, Mediapart. Tout le monde a dit très bon débat. Il était respectueux, orienté sur les idées, il n'y a pas eu de tag de personne. C'était les idées avant les petits coups de poignard dans le dos. C'est la politique qui... On a envie d'en voir plus comme ça, et c'est pour moi la raison du succès de cette primaire, c'est qu'elle a été orientée d'abord sur un débat responsable, et la leçon, c'est que quand on prend les gens au sérieux, en fait, ils se sentent respectés, pris en considération, et donc ils ont envie de faire de la politique. Est-ce que finalement on est dans la droite ligne de René Dumont qui se présentait en 1974 avec son soupul rouge, hein, pour ceux qui avaient la couleur à l'époque, son soupul rouge, et puis qui promettait ce qui nous arrive, qui disait attention, si on n'y prend pas garde, on ne pourra plus vivre sur cette planète d'ici 30 à 50 ans. Est-ce que ces paroles résonnent encore aujourd'hui aux oreilles des écologistes? Les écologistes ont d'abord été des lanceurs d'alerte. Ils étaient une petite formation, ils disaient attention, attention, on va à la catastrophe. Personne ne les a écoutés. Et aujourd'hui, force est de constater que nous sommes les réalistes. Les écologistes ont vu avant le désastre qui va nous arriver, et puisque personne n'a envie manifestement d'agir pour le climat, et certainement pas Emmanuel Macron qui a repoussé les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. C'est une déception ça pour vous, hein. Grande déception. Mais justement, nous reprenons ces propositions, tous les écologistes les ont dans leur programme de campagne, nous en avons plusieurs, comme par exemple l'interdiction des vols en avion de courte ligne qui sont très polluants quand il y a des alternatives comme le train, et nous allons construire une culture du pouvoir. Cette primaire, elle montre que quelle que soit la candidature qui l'emporte, entre Sandrine Rousseau, Delphine Batho, Yannick Jadot, Éric Piolle, nous serons prêts pour 2022. Alors, on pointe du doigt des fois les écologistes en disant en tout cas, oui, alors ils veulent un retour à la bougie, ils veulent plus nucléaire, ils veulent des éoliennes partout. Alors on voit c'est un peu clivant ici en baie de Saint-Brieuc. Ils veulent des éoliennes partout, et puis ils n'ont pas de réalisme économique, comment vivre, etc. Alors les avions, on entend beaucoup, hein, vous faisiez allusion à l'instant, Antonin Dacos, au transport aérien, touché par la crise, qui dit oui, mais nous on innove. Est-ce qu'il faut à la fois changer de paradigme, mais continuer la recherche technologique, innover pour avoir peut-être demain des avions propres, par exemple? Si ça marche, tant mieux. Mais il y a une réalité aujourd'hui qu'on ne peut pas ignorer. Je vais vous donner un exemple. Il y a 40 000 personnes par an qui meurent de la pollution de l'air en France. 40 000. C'est la conséquence d'une politique qui n'a pas fait d'écologie. D'une conséquence d'une politique qui pollue, et qui saccage le bien commun. L'air est un bien commun. Et ça fait 20 ans que les écologistes crient dans le mur en disant attention, on est en train de nous faire du dommage. Et on ne les prend pas au sérieux. Et quand les Français ont écouté leur message, on a vu les scores des européennes, des municipales, des régionales, maintenant tout le monde essaye de devenir écolo. Et il y a un peu de greenwashing quand même. Ouais, laissez-nous vous rappeler qu'en fait la vraie écologie, c'est une écologie d'ambition. On ne va pas sauver le climat juste en recyclant 2 touillettes à café. Il va falloir que collectivement, les Français, les Françaises fassent des choix, et nous on vous propose de faire des choix qui sont réalistes, c'est-à-dire oui il faut changer des choses, mais c'est pas nous qui avons décidé qu'il y aurait un dérèglement climatique. Par contre on a décidé à vous proposer des solutions qui marchent.
Alors ici en Bretagne, on a un débat clivant, c'est la qualité de l'eau, ce sont les algues vertes. Hein. Il y a eu un reportage chez nos confrères de France 2 il y a quelques jours. Mais il y a l'agriculteur en face qui résiste, qui dit bon oui mais attention, nous on a un modèle, on peut pas le changer. Voilà. Est-ce que malgré tout il va falloir essayer de donner les outils à l'agriculture, allez, on va dire l'agriculture traditionnelle, pour qu'elle change là aussi ses façons de produire? Mais c'est ce que nous voulons. Nous, on ne dit pas que c'est aux individus d'aller faire dans leur coin leur transformation. Nous, on pense que c'est l'État qui doit guider les politiques publiques. Et c'est pour ça qu'Éric Piolle propose un grand plan économique et social qui sera financé de plusieurs façons. Par exemple, par le rétablissement d'un ISF qui sera climatique, donc dont les gains qui se compteront en milliards, seront fléchés vers une transition écologique et sociale et qui permettra à tout le monde de vivre mieux. Les agriculteurs, je me permets de vous rappeler qu'il y en a un qui se suicide tous les 2 ou 3 jours. C'est une situation dramatique. Et quand on tape sur les écologistes, on oublie que c'est eux qui proposent des solutions pour leur venir en aide. Un agriculteur ou une agricultrice qui passe au bio, il gagne mieux sa vie et il met moins en danger la santé de ses enfants. Il faut arriver à dialoguer avec des agriculteurs, avec aussi les formations syndicales. On pense à la FNSEA qui n'est pas copine, permettez-moi le terme, avec les écologistes. Eh bien écoutez, on est des démocrates et on est pour une 6e République qui ne fasse pas tout passer par Paris. On est pour la démocratie locale, on est pour écouter les citoyens et les citoyennes et donc on écoutera les corps intermédiaires parce que la transition écologique, elle ne peut pas être contrainte, elle doit être acceptée par tout le monde et ça demande le dialogue et le débat. Et quand on dit oui, les écologistes vont être des Khmers verts, des tyrans, qui a créé la Convention citoyenne pour le climat pour ensuite en repousser les conclusions? Emmanuel Macron. Et nous, on a écouté les citoyens tirés au sort de cette convention et on a dit vos propositions, on les prend avec nous et on les voilà. C'est des Français de tirés au sort qui font des propositions, on les reprend. Alors qui écoute les Français qui ne les écoutent pas? Alors vous avez lâché le mot 6e République. C'est fini, on tourne la page de la 5e. Moi, je pense qu'il faut. Je pense qu'il faut parce que c'est une république qui centralise tout au sommet de l'État. J'ai l'impression que plusieurs événements qu'on a pu voir, par exemple les Gilets jaunes, c'était d'abord une question sur l'essence, et puis c'est vite devenu le RIC. Le RIC, ça met pas du beurre dans les épinards. C'est une façon de dire, on veut être entendu et on n'a pas l'impression de l'être. Il y a toute une partie de la population qui est exclue du jeu politique, parce qu'il se passe à Paris, parce qu'il se passe dans les grands médias, et parce qu'à la télé, vous avez 1 ou 2% d'ouvriers qui passent, alors que les ouvriers, c'est bien un quart de la population, sans compter les employés. Donc, il faut la démocratie partout. Il en faut dans les médias, et donc on propose plusieurs choses au niveau constitutionnel pour changer ça. Par exemple, une proportionnelle qui permettra à, quand vous votez pour un parti, aux législatives, pour élire votre député, eh ben, ce député sera présent en proportion du résultat obtenu par le parti politique. Ce qui permettra d'avoir une majorité de 350 macronistes qui ont tous été sélectionnés sur leur CV 2 mois avant. Et le rythme de départ des députés, il est énorme du groupe parce qu'il n'y a pas de démocratie. Voilà, donc réintroduire la démocratie donc avec cette 6e République. Finalement, vous rejoignez Jean-Luc Mélenchon qui veut aussi un changement à ce niveau-là. Bien sûr, on a de nombreux points d'entente avec Mélenchon. Éric Piolle veut un arc humaniste qui va de Jean-Luc Mélenchon à Mathieu Orphelin et on est capable de se débattre sans se battre avec Mélenchon et la France Insoumise. Alors ce week-end politique chargé, alors vous étiez à la fête de l'humain, vous nous l'avez dit, hein, vous avez réussi à dormir quand même un petit peu avant de venir au micro de Bretagne 5 et c'est tant mieux. Week-end politique avec Anne Hidalgo qui se lance dans la course à la présidentielle, avec Édouard Philippe qui a renouvelé, affirmé son soutien à Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui s'est déclarée sans surprise candidate à la présidentielle également. Qu'est-ce que ça appelle comme observation de votre part? Écoutez, ça se clarifie. Ceux qui veulent que le marché régule tout, qui sont les libéraux économiques, se regroupent, Édouard Philippe, Emmanuel Macron. Donc si vous voulez plus de précarité, que rien ne soit fait pour le climat et garder un État qui fonctionne de façon assez peu démocratique, vous avez votre candidature. Si vous voulez trier les gens en fonction de leur nom de famille, de leur prénom, de leur couleur de peau, vous avez votre candidature. Et si vous voulez défendre les biens communs, l'intérêt public, si vous voulez une transition démocratique, écologique et sociale, vous avez votre bulletin de vote, c'est le bulletin écologiste. Alors les écologistes, alors on parle d'Éric Piolle, il a été un petit peu montré du doigt, comme d'autres maires écologistes en France. Il y a eu peut-être quelques maladresses, on se rappelle de l'histoire des sapins de Noël. Est-ce que finalement, c'est très anecdotique, ou est-ce qu'il y a une véritable envie de changer aussi des traditions, ce qui peut peut-être heurter parfois les citoyens français? Alors sapin de Noël, c'est pas Éric Piolle, attention. Non, tout à fait. Hein, non, je précise bien, il y a eu cette histoire du sapin de Noël, c'était à Bordeaux, je crois. Hein, voilà. Exactement. Mais quand
les gens votent écologiste, on vous promet qu'on va changer votre vie. Mais pour changer votre vie, il faut la changer justement, il faut des actes. Et on met en place des politiques qui effectivement font plus de social et plus d'écologie, donc ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais on pense que c'est nécessaire pour le bien commun. Et il y a eu une offensive contre les écologistes dans les médias où justement on allait chercher jusqu'au sapin de Noël dans les crèches en disant c'est honteux. Par contre, avec Zemmour qui est sur toutes les chaînes publiques alors qu'il est condamné pour incitation à la haine, ça, il n'y a pas de problème. Je me permets de rappeler à ceux qui pensent que les écologistes sont hors sol, je le rappelle, Éric Piolle est le seul maire qui a été élu en 2020 avec plus de voix qu'en 2014. Donc s'il n'avait pas fait ses preuves, il n'aurait pas été réélu triomphalement. Alors, il y a aussi la place de la voiture. Hein, la voiture, c'est quand même un petit peu l'opium du peuple français, on pourrait le dire comme ça. Aujourd'hui, il faut changer nos moyens de déplacement. Alors, est-ce qu'on peut imaginer demain qu'on aura plus de transport ferroviaire avec des trains, des camions sur les trains aussi, hein, il y a beaucoup de camions sur les routes françaises. Est-ce que demain aussi, on passera à l'électrique ou à l'hydrogène? Alors, l'électrique, il y a quand même aussi quelques considérations écologiques. Hein, les batteries, c'est pas très électrique, puis c'est fabriqué quand même dans des pays qui ne respectent pas forcément les droits de l'homme, voire des enfants même. Est-ce qu'il faut réfléchir aussi globalement à cette transition écologique et ces moyens de déplacement? Bien sûr, on ne dit pas aux gens, le but n'est pas de culpabiliser. C'est ce que fait Emmanuel Macron quand il dit que c'est aux Français de changer individuellement dans leur vie la façon de faire la transition écologique. Nous, on pense qu'il faut penser global et agir global. Et que l'inaction, c'est elle qui est punitive en fait, parce que quand vous n'agissez pas, vous laissez les gens mourir de la pollution de l'air, payer cher leur essence. Et donc, nous mettrons en place des services publics plus compétents. On mettra du train de nuit qui a été supprimé beaucoup, on mettra du transport ferroviaire, on mettra tout ce qu'il faut pour que la puissance publique soit à votre service pour la transition écologique et sociale. Justement, on laissera personne tomber. On parlait de corps intermédiaires tout à l'heure à Antonin Dancos. On voit les associations, vous parlez du train de nuit, on voit des associations qui veulent racheter des trains, refaire rouler des trains, même sur des lignes aujourd'hui abandonnées, on peut le dire comme ça, par la SNCF. Est-ce que c'est peut-être l'idée de demain ? Oui, avec beaucoup d'autres, parce qu'il n'y a pas de solution unique, mais oui, et on les encourage. Ça va devoir être une transition qui est à l'échelle de l'humanité, c'est l'anthropocène. Donc oui, il va falloir mobiliser l'État, il va falloir mobiliser les communs, les associations, etc. Et un de nos problèmes, on parlait de démocratie tout à l'heure, c'est qu'Emmanuel Macron et sa majorité n'écoutent pas les associations. La Convention citoyenne pour le climat, qui sont les citoyens tirés au sort, n'a pas été écoutée. Et le lien avec l'association écologiste, etc., il est très faible. J'ai l'impression d'avoir lu dans la presse qu'il y avait un scandale d'écoute de jeunes militants pour climat et de for Climate. Donc on dit d'un côté, très bien les jeunes, mobilisez-vous, puis derrière, ils subissent une répression policière. Donc nous, de notre côté, on encouragera ce mouvement qui sera global, et c'est pour ça qu'on veut de la démocratie, pour que partout autour de vous, vos élus, vos conseils de quartier, vos maires, soient capables d'accompagner la transition qui sera l'œuvre de tout le monde, et aussi de l'État. On voit aujourd'hui justement dans les quartiers plein d'initiatives, des jardins partagés, on voit des cours aussi pour les migrants, ça se fait ici dans les Côtes-d'Armor à Saint-Brieuc, on pense au quartier de Robien, où il y a un partage, un véritable partage. Est-ce que ça passe aussi, cette transition écologique, par une transition, j'allais presque dire des esprits, et évidemment par l'éducation ? Complètement, complètement. On a besoin d'un nouveau modèle émancipateur, c'est-à-dire d'un projet qui mobilise les nations, pas d'un projet juste de l'argent roi, ou d'un projet du repli sur soi, où on serait des Gaulois complètement fantasmés comme certains, quand on ne citera pas. Au contraire, on pense que la transition qui sera démocratique, c'est-à-dire voix tout le monde partout, liberté de débat et le pouvoir aux citoyens, par exemple avec un RIC délibératif, transition sociale. Le RIC, rappelons en deux mots, hein, le RIC c'est un référendum en fait d'initiative populaire. Citoyenne en l'occurrence. C'est ça, oui. Qui permettra à vous directement, quand nous mettrons en place, si vous votez pour nous, de collecter un certain nombre de signatures sur une pétition et de forcer un débat au Parlement sur le sujet que vous aurez amené sur la table. C'est ça la démocratie. On vous propose ça, c'est-à-dire un projet global et pas simplement une addition de petites choses. Ça sera aussi social, avec un revenu universel d'urgence, avec le RSA pour les moins de 25 ans qui aujourd'hui n'ont pas accès à ce droit alimentaire et sont donc exclus de la solidarité nationale, et la transition évidemment écologique avec 1,5 million d'emplois créés selon le plan d'Éric Piolle. Alors il y a aussi le travail, aujourd'hui on travaille dans différents domaines, mais on voit aussi les technologies qui avancent. Alors d'aucuns se plaisent à rêver en voyant les robots de certaines sociétés américaines en disant voilà demain les robots vont nous remplacer. Ça, on en parle depuis des années déjà. Les robots vont nous remplacer. Est-ce qu'il va falloir plus sérieusement repenser le travail? C'est
C'est-à-dire peut-être de se dire, voilà, il n'y aura pas forcément de travail pour tout le monde. Comment continuer à faire tourner une société et la faire muter finalement vers un autre paradigme en termes d'emploi, en termes de travail, en termes aussi de société tout simplement. Je pense que l'idée, elle est claire. Le progrès, il doit être au service de tout le monde. Donc, si on s'en sert pour faire des robots qui vont permettre de mettre des gens au chômage, ça ne nous va pas. Par contre, ça permet de répartir le travail, de faire les tâches les moins intéressantes, pour au contraire permettre à tout le monde de travailler moins. Par exemple, avec une semaine de 34 heures, voire 32 heures, et de faire des métiers qui sont plus qualifiés. Bien sûr que c'est positif, mais encore une fois, si on laisse les entreprises faire naturellement, il y a la probabilité que certains grands groupes aillent vers toujours plus de profit au détriment de l'humain. Nous, on vous propose de placer vos vies d'abord, et donc une vision du travail qui soit en fait un peu plus heureuse que la vision du travail aujourd'hui où, vous savez, quand on fait un métier qu'on aime, on dit « Ah, j'ai pas l'impression de travailler ». Ça montre quelle image du travail on a en France. On propose de changer ça en faisant un travail qui émancipe et pas qui aliène. Alors, un dernier mot. On parle aussi aujourd'hui de la sécurité. Alors, c'est un débat qui va forcément s'inviter dans la présidentielle et un petit peu plus loin au niveau des législatives. Voilà, c'est lundi matin. Des législatives. La sécurité, comment vous placez, vous, les Verts, les écologistes, sur la sécurité ? On veut une écologie des résultats parce que la sécurité aujourd'hui elle est paralysée par des idéologues d'extrême droite qui vous promettent toujours plus de policiers, toujours plus de caméras, c'est-à-dire toujours plus de solutions qui ne marchent pas. Notamment les caméras de surveillance, c'est un désastre, hein, ça coûte hyper cher, ça coûte 2-3 caméras, ça coûte autant qu'un policier municipal et si vous êtes agressé, bonne chance pour que la caméra vienne vous aider. Nous on propose des services publics. Les policiers aujourd'hui, il faut faire le constat qu'il y a un taux de suicide très important, leurs conditions de travail sont difficiles et on remettra du service public partout, y compris dans la sécurité, mais pour ça il faut de l'argent, par exemple avec une fiscalité plus importante sur les plus riches. Eh bien c'est là-dessus que nous allons nous arrêter, hein. Antonin Dacos, donc je rappelle que vous êtes responsable communication, porte-parole on peut dire chez les jeunes de Génération S, et vous êtes, on l'aura compris évidemment, soutien d'Éric Piolle à la primaire des écologistes. On saura quand qui remporte cette primaire ? La semaine prochaine, dimanche prochain, vous aurez le premier tour, et dimanche d'après le second tour, et après, vous pouvez compter sur les écologistes pour mettre en place et défendre des valeurs sociales, démocratiques et écologiques. Et par contre, nous, on compte sur vous pour aller voter à la présidentielle pour la candidature écologiste. Voilà, le message est passé. Merci infiniment Antonin Dacos d'avoir été avec nous en direct ce matin, malgré une nuit courte, en direct au micro de la matinale de Bretagne 5. Je vous en remercie. Très belle journée. Merci à vous. Bonne journée. Bretagne 5 matin, le 7-9, Stéphane Hamon.